Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour ce webinaire autour d'Intune et de Workspace ONE. Aujourd'hui, on va principalement parler de ces deux solutions. On va essayer de voir comment vous pouvez choisir correctement une solution. Est-ce que c'est possible de migrer d'une solution de l'une à l'autre? Pour cela, on a des experts Digital Workspace de chez Mob Energy et de chez nous, Bechley Comsoft, qui pourront vous parler de migration et d'intégration. Ce qui peut être intéressant, c'est que je laisse déjà la main à Emmanuel de chez nous, qui puisse se présenter. Et puis après, on aura directement la présentation de Mobinergy sur justement cette fameuse manière de choisir ses outils MDM ou EDMDM. Emmanuel, je vais te laisser la main. Ça marche. Bonjour à tous. Je me présente, Emmanuel Rassamoeli, donc de Bechley Comsoft. Je suis avant-vente sur les sujets VMware. Nous sommes ravis de vous proposer ce webinaire axé sur la gestion moderne des terminaux. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par des experts de notre partenaire Mobinergy qui vont nous aider à y voir plus clair quand il s'agit de s'équiper d'une solution. Alors, messieurs, je vous laisse présenter et prendre la main et bon webinaire à tous. Yes, je vois que Thibaut est en train de se connecter. Yann, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Le lien apparemment que tu as envoyé est en train d'essayer de le lancer. Et il devrait pas tarder à arriver. Et après, on sera capable de commencer. Je vais lui envoyer un lien. Hop. Je vais partager la présentation de mon côté, comme ça peut-être que déjà, au moins, tu pourras commencer, Yann. Hop. Voilà, normalement, on devrait voir ma présentation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat, qu'on puisse organiser tout ça. Non, c'est bon, on voit la présentation, nickel. Super. Thibaut reprendra la main quand il arrivera. Ouais, Les aléas du direct, j'essaie de faire en sorte qu'il arrive le plus vite possible. yes. Alors, je vais y aller slide par slide. Voilà, super. Ouais, bah déjà, si tu veux même remonter un petit peu, comme ça on peut essayer de se présenter Ouais, bien sûr. rapidement. Alors, donc dans le groupe Mobinergy, on est aujourd'hui il y a Thibaut Bellon avec moi, enfin qui va arriver, et moi-même, donc Yann Hermouet, je suis product manager au sein de l'entité Mobinergy et je m'occupe de toute l'initiative produit que l'on peut avoir au-delà de ce qu'on est capable de délivrer en service. Donc Mobinergy, on est une entreprise qu'on a fondée en 2016 et qui est spécialisée dans le service autour de justement Digital Workplace. Donc tout ce qui va être la stack UEM, mais aussi bien IAM, donc Identity Management. Et enfin, on fait aussi beaucoup de sécurité au niveau du terminal, avec des intégrations de type Carbon Black ou même Lookout spécifiquement. Donc c'est vrai que notre cœur de métier a toujours été autour du service, mais on a toujours eu un petit peu l'initiative côté produit, où en fait, en interne, on a toujours un petit peu développé des solutions, soit des solutions custom pour des clients, spécifiquement parlant, soit une initiative produit qu'on peut porter en interne. Et cette équipe produit, c'est moi qui m'en occupe. Donc tout ce qui va être solution du type Exodus ou encore autre solution autour de Chromebook. Donc voilà, donc ça c'est véritablement moi en tant que product manager et Thibaut Bellon qui devrait pas tarder à arriver, qui lui est Bien sûr. véritablement autour de la Ouais. stratégie UEM. Allez voilà, Thibaut qui arrive, parfait. Bonjour à tous. Excusez-moi de mon retard. Tu peux Yes. reprendre la main Thibaut, il n'y a pas de problème. Je viens de faire l'introduction de tout le monde. Eh ben, c'est parfait.
C'est parfait, c'est parfait. Donc moi aussi, tu m'introduis. Oui, tout à fait. Ça va très bien. Alors, du coup, alors parce que j'ai dû changer d'ordinateur, parce que bien évidemment, il y en a un qui crache juste au moment du webinar. Donc attendez, il faut juste que je réautorise le C'est partage c'est et l'effet on démo, devrait y ça, arriver. Thibaut. C'est toujours l'effet démo. Ah oui, on est L'effet en plein live. dedans là. On est en plein dedans. Alors, et du coup, non, ça c'est pas l'écran que je voulais vous partager, c'est celui-là. Voilà, on est bon. Tout le Super. mon écran. Ouais, on voit bien ton écran, super. Allez, super. Ok. Merci à tous. Et du coup, Yann, tu as déjà présenté la première question? Alors, je ne vais pas présenter la première question. Je pense que je te laisse vraiment introduire le projet, mais j'ai juste présenté un petit peu qui on était et ce dont on allait rapidement parler. Eh ben, super. Alors, on s'est voulu un petit peu disruptif sur ce webinaire et de poser une question qui, au final, on est beaucoup de personnes à se le poser aujourd'hui. Intune Workspace ONE. Et puis, deuxième question, c'est et si au final, on n'était plus obligé de choisir? Alors, avant ça, avant de répondre à cette question ou de voir comment est-ce qu'on peut y répondre, j'aimerais juste revenir sur justement ce Intune et Workspace ONE. Donc pour ceux qui sont dans la mobilité, je pense que si vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire, c'est que vous connaissez la mobilité entreprise, vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez déjà un pied dedans, peut-être que vous êtes complètement dedans depuis des années. Du coup, Intune et Workspace ONE, je dois vous parler. Pour rappel, Microsoft Intune, donc produit Microsoft, Workspace ONE produit VMware, hein, qui était historiquement c'était un produit qui s'appelait AirWatch, qui avait été racheté par VMware en 2014. Ce sont toutes les deux des solutions qu'on va appeler UEM, Unified Endpoint Management. On va revenir sur le concept après. Workspace ONE dispo en cloud ou en premise, Intune dispo en cloud. Il y a également avec Intune un composant dispo on-premise pour la gestion encore de serveurs, mais également de laptops, hein, ça s'appelle Configuration Manager. Et ce sont deux produits qui vont vous permettre de faire une gestion unifiée des terminaux. Donc, quand on dit unifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les OS, Android, iOS, Mac, Windows, Chrome, etc. Et qui vont proposer un large panel de configuration, d'applications, configuration de profil, etc., etc. Côté Intune, vous avez bien évidemment une intégration complète avec toute la stack Microsoft sur M365. Côté VMware Workspace ONE, vous avez, on verra, mais une intégration avec plein de players et on va essayer de creuser ça dans cette présentation. Ok, donc là, du coup, on a une question. Workspace ONE ou Intune, mais d'abord, pourquoi cette question-là? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Eh ben, bonne question. J'ai envie de dire que d'abord, on assiste quand même à une concentration du marché et d'une certaine manière, on va utiliser le terme de plateformisation du marché, dans le sens où force est de constater que le marché de la mobilité, si vous le connaissez depuis plusieurs années, il a extrêmement évolué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des leaders qui sont des plateformes de l'UEM. En plus, l'UEM, maintenant, on prend en compte la gestion du poste de travail Windows avec la modernisation de cette gestion de poste de travail. Et en fait, du coup, on se dit, bien évidemment, on arrive à cette question pourquoi, est-ce qu'on doit choisir entre l'un et l'autre? Pourquoi est-ce que c'est ces deux-là qui sont mis en avant? Bon, clairement, ce sont les deux leaders historiques, même s'il y en a un troisième en embuscade. Mais c'est une question intéressante sur un marché qui bouge. Alors, quand tu dis que c'est un marché qui bouge, on le voit bien, ça a transformé au fil des années. Et je trouve que ce qui est intéressant de revenir, c'est sur la notion de plateformisation. Ouais. Exactement. On voit que le marché, il y avait quand même énormément de players il y a quelques années. Comme tu dis, on se dirige vers une plateformisation, c'est-à-dire qu'au début, on était sur des marchés avec plein de players qui essayaient d'émerger. Il y a eu des rachats, il y a eu des sociétés qui n'ont pas réussi à rester. Et on était sur ce qu'on appelle du MDM, Mobile Device Management au début.
Puis ensuite, ça a évolué avec de l'EMM, Enterprise Mobile Management, on a rajouté du contenu, de la navigation, de la gestion mail, etc., gestion applicative. Et puis là, c'est vrai que si vous regardez, donc là, on est sur les Magic Quadrants de Gartner, l'analyse principale ces dernières années, on voit qu'on converge, en tout cas qu'on rationalise les acteurs et qu'on converge vers un nombre assez petit d'acteurs avec des leaders principaux que vont être aujourd'hui VMware et Microsoft, mais avec un Ivanti en embuscade depuis le rachat de Mobileron. Ok, donc on voit concentration un petit peu du marché, plateformisation de l'outil, donc grande unification. Mais l'UEM dans tout ça, qu'est-ce que c'est en fait? Comment ça se positionne? Excellente question. Moi, je dirais que l'UEM, c'est une brique. C'est une brique de cet environnement de travail qu'on se veut devenir intelligent. Alors, je vais expliquer la notion d'intelligence. Mais on a l'UEM, donc là, une solution de gestion de terminaux où on vient centraliser, sécuriser, provisionner, gérer nos terminaux. Et quand je dis terminaux, c'est quel que soit le form factor, donc form factor, tablette, PC, mobile ou objet connecté d'ailleurs, et quel que soit le système d'exploitation. Au-delà de ça, on a la gestion des applications. Donc, quand je dis applications, ce n'est pas juste des applications natives, mais c'est des applications web, du SaaS, des applications VDI, des applications internes, plein d'applications et plein d'applications métiers. On a une brique IAM, Identity and Access Management. On se rend compte qu'elle est de plus en plus nécessaire aujourd'hui d'intégrer l'IAM dans notre stratégie Digital Workspace et de lier l'identité utilisateur à l'identité du terminal pour s'assurer que lorsqu'on accède à une application, on vient non seulement identifier l'utilisateur, mais également identifier le terminal et s'assurer qu'à un instant T, notre terminal est bien sécurisé comme on le souhaite. Et du coup, on rajoute dans tout ça des politiques d'accès contextuel. Et le fait de pouvoir dire, bah, tiens, pour tel accès à telle application à tel moment, je demande tel type de MFA, tel type d'authentification. Alors, c'est du push, c'est de l'OTP, c'est du FIDO2, c'est du certificat, du Kerberos ou que sais-je. On peut appeler du device trust ou de l'authentification terminale pour s'assurer qu'on connaît le terminal qui s'authentifie à cette ressource. Et du coup, pour avoir cette notion de device trust, bon, on a l'UEM qui fait la gestion, mais on a aussi besoin de solutions de sécurisation de nos terminaux. Quand je dis sécurisation, c'est vraiment des antivirus de type NGAV, Next Generation Antivirus, ou du NTP sur du mobile. Parce que l'UEM, il est là pour gérer, mais il n'est pas là pour faire du monitoring constant du terminal. Donc, il faut pouvoir avoir un outil de sécurité qui est lié. Et puis, dernièrement, l'intelligence, bah pourquoi parce qu'on a maintenant dans le Digital Workspace cette notion d'expérience utilisateur qu'on souhaite récupérer. Comprendre le comportement du terminal et de pouvoir être proactif et de donner des informations à l'utilisateur, de pouvoir l'aider et que le support informatique puisse devenir, en tout cas que l'IT, que la DSI d'une entreprise puisse devenir un faiseur de business d'une certaine manière et apporter de la valeur ajoutée et du coup devenir intelligent en étant un peu autonome avec différentes sources d'informations. Ah, donc ça, en fait, c'est un peu la plateformisation complète de l'expérience autour du mobile, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Mobile et laptop. Alors, et du coup, on une avait une question. petite question que je vais poser et je vous partagerai les résultats, Thibaut et Yann, comme ça vous pourrez les commenter. Ça peut être intéressant. Donc, je Ok. vais lancer le sondage. Vous allez tous le voir apparaître à l'écran. Il suffit juste de cliquer dessus, hein. Vous choisissez une réponse. Et puis, on partagera les résultats avec tout le monde. Ça peut être intéressant de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que vous avez sauté le pas de la mobilité, si vous y êtes tous ou pas. Mais ça, ouais, ça va très C'est vrai que vite. c'est la grande transition effectivement vers cette plateformisation. Et c'est vrai que les deux acteurs, Workspace ONE et Intune, sont vraiment ceux qui ressortent le plus aujourd'hui. Je vais laisser encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Donc, il y a le sondage qui s'affiche à l'écran. Ouais, on a presque tous voté. Allez, encore 10 secondes et je vais partager les résultats avec vous, Yann et Thibaut. Tambour. Allez, c'est parti, je ferme, je clôture.
Ça vote encore, mais je vais clôturer. Allez, c'est parti. Et je vais partager les résultats. Voilà, ça devrait s'afficher à l'écran. Depuis le début avec Et BlackBerry, intéressant ça. Ah, il Il y y a a des des anciens. anciens du coup dans le. C'est bien. Super. Depuis le vrai début, ok, cool. Et Et oui, là, bien, bien, on l'évolution peut des comprendre. usages a drivé beaucoup cette transition, hein, c'est clair, on l'a vu hein, en 2016, 2017. Ok. super. Alors effectivement, Workspace ONE ou Intune, la plateformisation des usages, la grande promesse de cette plateforme-là. Mais la vérité, Thibaut, c'est est-ce que c'est véritablement la bonne question à se poser? Eh ben, effectivement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser. C'est pas un choix binaire. Euh, ouais, en réalité, quand on se dit quelle solution d'UEM je vais choisir, eh bien, effectivement, on va pouvoir donc on se pose des questions sur nos besoins. Donc, quels sont un peu nos besoins, quels sont les usages. Est-ce que j'ai des spécificités métiers, type transport, éducation, retail, industrie, défense, par exemple, qui peuvent du coup me donner des éléments déterminants dans mon choix. Et quels sont mes personas, donc mes profils d'utilisateurs. Je vous apprends rien, hein, dans un contexte post-pandémique avec une population de travail, enfin, une gestion de notre travail, notre manière de travailler qui a complètement changé. Et on en parle souvent, le retour au monde pré-pandémique, en tout cas en termes de manière de travailler, je pense qu'on n'y arrivera pas. Tout le monde a réussi en tout cas, on essaye d'avoir un équilibre pro-perso qui est un petit peu plus, un petit peu meilleur. Et puis, on travaille beaucoup plus de la maison. Donc, du coup, on a besoin de proposer des services pour que les gens puissent être flexibles et travailler où qu'ils soient. Et ça, c'est un use case important. Donc, il faut que mon UM puisse le supporter. Quels sont mes autres services IT? Quelles sont mes autres applications? Mes types de terminaux? Au final, j'ai plein de questions à me poser. Ouais. Ouais, effectivement, c'est pas gagné parce que c'est pas une question binaire, ça peut pas être une question binaire, c'est l'un ou l'autre. En vérité, la complexité du marché, elle est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Ouais, ouais, et on le voit sur ce slide. Alors, on l'a voulu complexe justement pour illustrer cette complexité parce que si on regarde, alors on découpe les plateformes. Donc, on a les différents OEM, Microsoft, Apple, Google, qui vont du coup construire des OS. Ces OS, systèmes d'exploitation, ils vont être administrables via des API qui sont exposés. Du coup, il faut que les faut que les UEM, les solutions UEM intègrent ces différents API. Aujourd'hui, ils sont à peu près, en majeure partie, j'ai envie de dire, ils intègrent le gros de ces API, ou en tout cas ceux qu'on va le plus souvent utiliser. Il peut y avoir des différences entre qui va implémenter telle fonctionnalité qui vient de sortir avant l'autre. Bon, on n'est plus trop dans cette problématique aujourd'hui de la course à la fonctionnalité. Tiens, je veux bloquer Siri quand iOS 5 qui sort, par exemple. Moi, je peux pas le bloquer, toi, tu peux le bloquer. On n'est plus trop dans cette course-là. On est vraiment plus dans les usages et du coup, la gestion du poste. C'est ça qui est important. Mais du coup, voilà, plusieurs OS. Microsoft qui est arrivé avec Windows 10, qui a totalement retransformé la manière de travailler avec du PC, ou en tout cas de gérer du PC. Donc là, toutes les entreprises sont en train de se dire, bon ben, ou si c'est pas le cas, elles vont bientôt se le dire. Et vous, je pense que vous le savez très bien. Est-ce que je change ma solution de gestion de PC historique pour passer sur une solution moderne, UEM? Mais au final, ça, c'est pas juste changer une technologie, c'est changer complètement la manière de gérer, c'est changer de philosophie, donc c'est complexe. On voit Google qui arrive avec du Chromebook et qui est en train de percer sur le marché entreprise. Enfin, nous, en tout cas, de notre côté, on voit énormément de Chromebooks, des usages qui sont hyper intéressants, une nouvelle philosophie, une nouvelle approche en termes d'usage, mais en termes aussi de gestion des terminaux, des endpoints directement. Et on voit bien que
ces nouvelles philosophies, ces nouveaux paradigmes arrivent petit à petit. Ça veut dire aussi donc de nouvelles façons de gérer. Chromebook, c'est un espace véritablement intéressant aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Et on a aussi le DeX, Julian. En fait, on en avait parlé il y a quelques années, mais le DeX revient au goût du jour. Alors, le DeX, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ce petit appareil Samsung qu'on vient brancher à un ordinateur, pas un écran, pardon, justement pas d'ordinateur, un écran. On a un clavier et une souris, et en fait, on vient poser le téléphone dessus tous les matins. Et en fait, votre téléphone devient votre ordinateur. Donc, pour certains usages type bureautique, c'est largement suffisant. Pour d'autres usages plus poussés, on met un VDI en plus par-dessus et du coup, on a un bureau virtuel qui s'est créé. Et on a de plus en plus de boîtes qui commencent à se dire, bah, tiens, je vais remplacer mon PC ou mon laptop par du DeX, par un téléphone. Et puis après, il y a les usages type Biode, Copé, Kobo, COSU, vous connaissez ces acronymes. Le COSU, c'est l'année dernière, c'est plus pour dans certains corps d'industrie ou de transport, où on a les terminaux qui sont kiosqués avec certaines applications et puis il faut pouvoir les utiliser à un instant donné d'une telle manière. Il y a les programmes d'entreprise, côté Apple, côté Google, côté Microsoft. Moi, je vois encore des entreprises qui ne les utilisent pas. Et concrètement, je vois aucun inconvénient à les utiliser. En fait, au contraire, il faut les utiliser parce qu'ils sont là pour faciliter la gestion et terminaux d'entreprise. Donc voilà, plein de cas d'usage, ultra complexes. Il y a plein de solutions. Il y a des players qui sont encore des pure players dans leur secteur d'activité, spécifiques sur de l'Apple, spécifiques sur de l'Android, intégrés à un écosystème particulier. Donc il y a les UEM, oui, mais au final, il y a encore d'autres players qui ne sont pas catégorisés comme des UEM, mais qui étaient dans les cadrans Gartner jusqu'il y a peu. Puisqu'ils sont spécialisés dans une certaine technologie. Et du coup, ce sont des acteurs de niche, mais qui sont très pertinents. Donc, il faut vraiment regarder tous les besoins. Et un dernier point, on parlait de la partie modern management. On commence à avoir pas mal de sociétés qui disent bah, tiens, moi, je veux mettre mon PC dans le cloud complet, mais je veux quand même avoir accès à des ressources on-prem. Ou alors on dit bah, tiens, il y a des gens qui disent maintenant au final moi le mobile au final bon, je le gérais c'est bien, mais maintenant ce qui m'intéresse c'est plus de mettre les mails sur le mobile et puis le gérer en lui-même. Bon, c'est plus trop d'actualité. En tout cas, je veux juste gérer la partie mail. Et tout ça, c'est des cas d'usage supplémentaires qui m'amènent à me poser toutes ces questions. Alors, regardons justement ce que vous avez. Yes, j'ai donc lancé le sondage. Donc, ce serait bien de savoir un petit peu quels environnements qui sont présents dans votre parc. Vous pouvez choisir plusieurs environnements. Bon, c'est pas exhaustif. On a mis les principaux, qu'on puisse voir un petit peu à qui on parle. Ça vote très vite. Je vais laisser encore quelques secondes. Du Chrome OS. macOS beaucoup. Ça vote très très vite. Je laisse encore quelques secondes pour les derniers. Et je vais vous partager le résultat. Je vous laisserai les commenter, Thibaut et Yann. Allez, je ferme et je partage. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Non, mais c'est Donc bien. de l'hétérogénéité côté mobile, hein, beaucoup d'hétérogénéité côté mobile. Donc il y a rarement uniquement de l'iOS et de l'Android. C'est bien, c'est souvent les deux. Très bien. Et macOS, beaucoup. Hein, c'est un très gros pourcentage de macOS, Thibaut, tu trouves pas? Bah, je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on commence à vraiment chercher des alternatives au PC parce qu'au final, on se rend compte que le PC, c'est très bien, hein, mais il y a d'autres cas d'usage et on se dit qu'au final, on ne peut pas rester uniquement verrouillé dans l'utilisation d'un PC en entreprise. Si on regarde les jeunes générations d'aujourd'hui qui arrivent sur le marché, elles ont été habituées à l'usage de certains form factors dans leur cursus éducatif ou dans leur cursus personnel. Aujourd'hui, ces populations, elles arrivent dans le marché d'entreprise
elles ont envie d'utiliser les mêmes outils qu'elles utilisent dans le monde perso. Donc, si on leur donne un terminal qui ne leur correspond pas, tout de suite, on commence à mettre un frein entre la barrière du travail enfin, un frein entre le travail et l'utilisateur. Et dans un monde où on parle vraiment dans le monde professionnel, où on parle de, alors j'ai utilisé des mots anglais, employee choice et flexibility, il faut pouvoir proposer différents form factors. Et je suis vraiment très agréablement surpris de voir que déjà, on a au moins 4% de personnes qui sont présentes ici qui mettent du Chromebook parce que, on l'a dit, hein, Chromebook, Google commence à frapper fort, mais c'est tout récent. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, donc effectivement, comme tu as dit, Workspace ONE ou Intune, on se rend compte aujourd'hui que ça peut pas être un choix uniquement binaire. Ça peut pas être l'un ou l'autre. Les environnements sont trop complexes, les use cases sont trop complexes, les technologies sont trop complexes et trop éparses. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux nous dire quelles sont en fait les bonnes questions à se poser? Comment est-ce qu'on peut choisir? Alors, déjà, effectivement, on va choisir. Alors, on a vu tous les différents cas d'usage avant. Il y a d'autres questions à se poser quand on va choisir un UEM. Premier, ça peut être un choix qui va être lié à des besoins spécifiques en termes de sécurité ou de confidentialité RGPD. Donc, des solutions qui vont respecter certaines contraintes de règles de protection de la vie privée des utilisateurs. On a les contraintes liées aux plateformes, hein, on en parlait. Quelles sont les plateformes que j'utilise, que je souhaite utiliser? Peut-être que j'ai des constructeurs, donc des OEM de terminaux qui sont plus intégrés avec un UEM qu'avec un autre. On a bien évidemment nos ambitions en termes de stratégie sur le Digital Workspace. On parlait tout à l'heure de Digital Workspace intelligent. Est-ce qu'aujourd'hui, on choisit un UEM en fonction des besoins qu'on a actuellement d'uniformiser une gestion de flotte au sein d'un seul et même outil? Un seul et même outil peut répondre, mais ce n'est pas pour autant qu'un seul et même outil va répondre. Hein. On dit, vous connaissez peut-être ce concept en anglais d'un t-shirt one size fits all, donc un t-shirt où au final on n'a qu'une seule taille et qui est censé convenir à tout le monde. En fait, quand on regarde réellement, il convient, oui, à tout le monde parce qu'il est assez large pour tout le monde, mais il convient réellement à personne. Il est adapté à personne parce qu'on a tous des morphologies différentes. Donc, un UEM qui couvre tout, pourquoi pas, mais ça dépend des besoins. Et ça dépend de nos ambitions. Et ambition, on l'a dit tout à l'heure, si on évolue sur un Digital Workspace intelligent, on a besoin de rajouter de l'expérience, du management de l'expérience utilisateur, ou ce qu'on appelle du DEM, Digital Employee Experience Management, et d'être plus proactif dans l'aide qu'on va apporter à l'utilisateur. Donc voilà, ça peut être un des critères de choix d'un UM aujourd'hui. Besoin métier aussi, ou type d'application. On parlait de terminaux kiosqués avant, certaines applications qui vont être plus facilement configurables ou mieux intégrées, ou des API qui vont être plus présents avec tel UEM qu'avec un autre. Dans un environnement 100% Microsoft, pourquoi est-ce que j'irais chercher un autre UEM ailleurs si je suis déjà 100% Microsoft et que tout est intégré, ça peut être intéressant. On va voir après que ça peut être intéressant d'avoir une autre idée que de rationaliser au sein d'un seul player. Cette contrainte-là, vous la connaissez très bien. Je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai travaillé avec beaucoup de clients qui m'ont dit bon, là, on a dû faire un choix pour question de prix. Donc, c'est pas du tout la technologie qui l'a emporté. C'est pas du tout les équipes IT qui ont eu le droit de décider. C'est les équipes finance qui sont venues nous voir et qui nous disent bon, voilà. On est à 2 produits, celui-là on le paye déjà, ou celui-là il est trop cher, et le choix est fait comme ça. Après, ce qui est important, c'est
que derrière, il n'y ait pas trop d'impact utilisateur, mais il faut quand même avoir en tête que ces outils qu'on met en place, s'ils amènent encore plus de complexité à l'IT, peut-être que le choix qui avait été déterminé en fonction d'un prix sur les licences, au final, peut-être que ce choix est effectivement moins cher parce que le prix était moins cher, mais globalement, le TCO de l'implémentation de ce produit et de la gestion, peut-être qu'il est plus élevé. Parce qu'au final, il y a plus de formation, il y a plus de complexité, c'est moins interactif, c'est moins simple. Et puis dernièrement, voilà, comment est-ce que je souhaite évoluer par la suite vers quelle est ma stratégie un petit peu Digital Workspace à l'avenir. Et du coup, j'ai envie de dire on peut se sentir un petit peu verrouillé dans nos choix, ou en tout cas un petit peu bloqué par certaines configurations atypiques qu'on pourrait avoir. Mais pour ça, j'ai envie de vous dire, libérez-vous. Oui, libérez-vous, effectivement. L'attitude à avoir, quelle est l'attitude à avoir face à ces choix-là? On se rend compte que le choix ne peut pas être uniquement binaire, que malheureusement, la simplification et la concentration de ces plateformes-là ne facilitent pas nécessairement la vie ou les métiers ou les usages, que ça reste encore des choix complexes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour effectivement se libérer par rapport à ce carcan d'avoir un choix binaire quand on a en fait plusieurs impacts métiers et usages? Déjà, on s'est posé plein de questions jusqu'à présent. Donc, j'ai envie de dire, prenez ces questions en fil conducteur et venez challenger les éditeurs avec lesquels vous travaillez. Venez tester, venez rechercher de nouvelles solutions. Nous, nos clients, ils sont en POC constant, POC Proof of Concept. Donc, ils vont constamment tester de nouvelles solutions. On en prend une et puis 6 mois plus tard, on teste les autres juste pour connaître, avoir un œil sur le marché, potentiellement utiliser ça comme élément de levier dans les négociations commerciales avec votre éditeur actuel. Mais j'ai envie de dire, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'adopter cette approche qu'on va qualifier de best of breed. Donc, best of breed, c'est le meilleur choix dans chaque catégorie, plus que, après c'est un avis, mais plus que de venir justement tout recentrer au sein d'un seul et même acteur. Quand on recentre tout au sein d'un seul et même acteur, ça peut être extrêmement intéressant parce que en termes d'intégration, c'est super, mais on se verrouille aussi. Alors, l'idée, c'est quand même ensuite de voir quelles sont les capacités d'évolution. Est-ce qu'on peut facilement sortir une brique pour trouver un autre player qui peut être plus intéressant? Voilà. Donc, j'ai envie de dire, libérez-vous de devoir faire un choix binaire, libérez-vous de devoir rester dans un coin particulier, libérez-vous d'avoir peur de migrer, testez, faites des POC, soyez flexible et encore une fois, ne restez pas dans cette idée qu'une migration est une contrainte. Les migrations peuvent être extrêmement simplifiées. C'est de l'IT, c'est de l'intégration, c'est de la configuration. Je pense qu'il faut être en constante évolution. En plus, dans ce secteur de mobilité qui bouge énormément. Donc, configuration des produits IT, ça, il n'y a pas de problème. C'est la technique, c'est ce qui se passe derrière l'écran. La chose la plus importante qu'il faut toujours avoir en tête quand on fait une migration, c'est l'expérience utilisateur et du coup, la migration des appareils. C'est là où ça peut être compliqué. Et j'ai envie de dire… Parlons un petit peu plus en détail vraiment de la partie migration. Parce que c'est vrai que quand on parle d'une migration, on parle souvent d'un choix d'éditeur, de choix technologique, comme tu dis. Donc ça, c'est véritablement la partie liée à la DSI. Donc, comme tu as dit, on fait des tests, on envisage, on met en développement, puis on met en prod. On essaie de faire une migration de tout l'aspect technologique, toute l'intégration de cette partie-là. Donc ça, c'est très technique. C'est au sein de la DSI, mais ça n'impacte pas nécessairement encore les utilisateurs. Donc, en fait, une migration, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La migration, c'est pas compliqué. Il y a un élément qui va être extrêmement important dans une migration, c'est la communication.
comme tu viens de le dire, Yann, il y a pas mal de configurations techniques, très bien, mais le plus important, c'est la communication avec les utilisateurs. On en parlera tout à l'heure, mais on a des entreprises qui ont fait des migrations, plusieurs migrations sur des périodes ultra courtes avec des utilisateurs qui devaient migrer leurs terminaux sur une période ultra courte plusieurs fois. Communication et tout s'est bien passé. Donc, la méthode, c'est quoi? C'est on analyse les configurations, les intégrations que vous avez, et puis on regarde ce qu'on va garder, ce qu'on va migrer, ce qu'on va pas migrer. C'est comme quand on migre des GPO dans le cloud, en CSP par exemple sur la partie Windows 10. On regarde les GPO existantes, on rationalise et on décide de voir ce qu'on migre et ce qu'on migre pas. Il y a des GPO qui touchent Windows 7, donc on n'a plus besoin, donc on les migre pas. Ben, c'est pareil ici. Ensuite, on commence à communiquer. On prépare le terrain. Par contre, quand on communique, vu qu'il va quand même y avoir un impact utilisateur, bon, il faut bien le préparer. Il ne faut pas non plus vendre un projet de changement d'outil à des utilisateurs en leur disant que l'IT a décidé de changer de produit informatique. Du coup, faut qu'ils désenrôlent leurs terminaux et puis qu'ils perdent toutes leurs photos et les SMS et puis le compteur de points dans leur application Subway Surfers, par exemple, parce que là, du coup, on va directement vers des levées de boucliers. On ne va pas forcément juste lui donner un nom joli qui s'appelle transformation digitale de la société, parce que bon, je pense que les utilisateurs ne sont pas dupes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement de rajouter des nouveaux usages. On migre parce qu'on rajoute ça comme usage. Ça, c'est intéressant pour l'utilisateur. Et en plus de cette communication, derrière, il va falloir s'assurer il va falloir qu'on s'assure que la migration soit la plus transparente et la plus rapide possible pour les utilisateurs. Donc, mettre des procédures à disposition avec des personnes du service informatique derrière chaque utilisateur, ce n'est pas possible. On ne sort pas. Même des procédures avec 10 pages de documents, ça ne sort pas non plus. Donc, il faut que ça soit simple et il faut que ça soit rapide pour les utilisateurs. Donc, on a ça, on a rationalisé, on a communiqué, on commence à tester, on fait un test, pilote prod, on communique encore une fois, et puis ensuite, dans la migration, potentiellement, soit on la script, soit c'est les utilisateurs qui la font, et dans ce cas-là, on communique. Et on va en reparler juste après cette question, pour voir un petit peu si vous avez déjà un petit peu d'expérience en termes de migration. Yes, donc ça s'affiche à l'écran. Avez-vous déjà dû migrer une flotte d'un EM vers un UEM ou vers un autre? Donc oui, nous l'avons bien organisé sans outils. Oui, mais cela a été très dur sans outils. Non, pas encore, mais c'est prévu. Non, pas prévu, mais je me souviendrai d'Exodus au cas où. Autre, et on vous a pas moyen d'écrire, mais c'est autre. Donc une réponse possible. Je vois que ça va déjà très très vite. Et pareil, hein, je partagerai les résultats pour voir un petit peu euh, l'état de migration entre guillemets de l'audience. Au moins plus de la moitié qui ont déjà voté. Je vais laisser encore quelques secondes et puis je te partagerai les résultats, Thibaut et Yann. Ouais. 70%, on attend les derniers. Allez, je ferme dans 5 secondes. Super. Allez, je ferme et je te partage les résultats. Hop. Ça va s'afficher à l'écran. Ok. Oui, ok. Ah, il n'y a pas tant que ça là, hein, qui ont migré déjà. Ouais, on est à 23% à peu près, un peu moins d'un quart qui ont déjà fait des migrations. Et ben, c'est bien. Le reste à venir. Ok. Et ben, super. Et ben, justement, on va en parler. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous parler justement de migration qu'on a déjà pu faire ou que tu as déjà pu faire et comment tu as pu aider tes clients? Ouais, tout à fait. Donc, comme Thibault l'a expliqué, véritablement, nous, on pense que une migration, ça ne se résout pas à un choix binaire, et qu'il y a plein de cas de figure à prendre en compte, et qu'il y a toute une procédure, on va dire, une méthodologie à mettre en place pour accompagner cette transition-là, aussi bien la DSI que côté utilisateur. Et là, j'ai trois cas de figure des projets qui sont
en grande partie clôturés et qui sont assez intéressants. Ce sont des clients qu'on a accompagnés dans leur processus de migration, dans leur projet de migration. Donc en général, ce sont des projets qui vont durer entre, on va dire, entre 9 et 18 mois à peu près. Et je parle bien de la migration complète d'un tenant à un autre tenant et tous les autres systèmes connexes. Donc là, en fait, par exemple, le cas le plus intéressant un des cas les plus intéressants qu'on a rencontré, c'est Viacom CBS. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu aux États-Unis, donc Viacom est du monde des télécoms et CBS est une boîte de médias. Et en fait, ils ont fait une acquisition fusion du groupe et donc Viacom est devenu Viacom CBS et CBS est devenu Viacom CBS. Donc là, on les a accompagnés dans leur migration d'un tenant vers tenant. Et la particularité qu'ils ont eu eux, à ce moment-là, c'est que ils ont dû changer de domaine aussi. Donc les utilisateurs ont dû changer d'email, ainsi de suite. Donc ça a été un processus assez lourd, mais on a réussi à les accompagner et de manière assez intéressante. Je pense que c'est une mode chez eux. Ils ont été ensuite réabsorbés dans le groupe Paramount. Donc aujourd'hui, c'est Viacom CBS Paramount ou Paramount Group. Et donc en fait, c'est des clients à nous qui ont fait tout simplement 3 migrations en 3 ans. Et alors là, on parle de un petit peu plus de 6000 utilisateurs en corporate. Et ce qui est assez incroyable, c'est que malgré la contrainte, donc faut s'imaginer, hein, pour ceux qui n'ont encore jamais fait de migration ou ceux qui l'ont déjà fait, cette boîte-là, ils sont passés par 3 migrations en 3 ans et ils ont migré leurs 6000 terminaux mobiles, puisqu'on était sur de l'Android et de l'iOS, en 3 semaines à chaque fois. Ils faisaient 2000 terminaux à la semaine. Donc vraiment réglé comme du papier à musique. Et ça a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que certes, il y avait l'outil, et nous, on est juste un facilitateur, mais surtout, il y avait la méthodologie et surtout, il y avait l'accompagnement de l'utilisateur. Donc, comme disait Thibaut, il faut communiquer et puis faire en sorte que tout le monde soit dans le projet et puisse exécuter la migration le plus rapidement possible. Deuxième cas intéressant, c'est Allianz, c'est un grand groupe d'assurance allemand. Là, on est sur un cas de figure beaucoup plus vaste. On est sur une centaine de milliers de terminaux. Et en fait, on parle d'une consolidation de tenants. Aujourd'hui, Allianz a des tenants spécifiques pour chaque géo ou chaque pays. Et en fait, on est en train de globaliser l'intégralité de ces terminaux-là vers un seul tenant du même éditeur, mais géré par Allianz IT. Et donc, on parle d'un processus de migration beaucoup plus sur du plus long terme, puisqu'en fait, on va migrer des pays ou des groupes ou des entités, l'Australie, on a fait l'Italie, on a fait l'Irlande. Petit à petit, chaque mois, on va lancer de nouveaux projets de cette manière-là. Et de manière intéressante, on consolide au fur et à mesure que l'année passe le groupe vers vers une seule entité. Donc, très gros groupe, très gros projet, très procédurier, mais surtout, en même temps qu'on migre les terminaux, on va aussi migrer les utilisateurs dans les Active Directory. Donc, un gros process derrière, avec aussi, bien sûr, une migration Office 365, parce que pourquoi pas. C'est un très gros projet, mais très intéressant. Et enfin, le dernier projet, Sephora. Je trouve que c'est un projet qui est vraiment bien parce que c'est un projet sur lequel on a réussi à accompagner le client, mais surtout aussi à accompagner les utilisateurs dans un environnement bien spécifique, qui est l'environnement retail. Donc là, c'est dans les magasins qui ont des contraintes métiers. Donc c'est souvent des terminaux en single app mode, donc en mode kiosque, avec des accès à des SSID limités. Et on a réussi quand même en 6 mois, puisqu'on a commencé en Q4 l'année dernière et on a fini en Q2 cette année. En à peu près 6 mois, on a migré l'intégralité de leur flotte. Donc tous les terminaux liés à Sephora. On parle de tous les magasins dans toute l'Europe, hein, donc en France, en Espagne. Et on a réussi à migrer tous ces terminaux-là d'un EMM à un autre et surtout les re-rendre disponibles avec des périodes de contraintes, comme vous pouvez l'imaginer, période de fin d'année, les soldes, ainsi de suite, qui sont des périodes où normalement il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, à chaque fois, ça s'est passé. Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, pour chacun de ces clients-là, ils ont leurs propres contraintes, leurs propres impératifs, mais on a réussi à le faire et on a réussi à transitionner en limitant le plus possible l'impact sur l'utilisateur en utilisant notre outil Exodus. Donc Thibaut, si tu veux passer sur la slide suivante. Ouais. Donc voilà, C'est quoi justement? Vas-y Thibaut. C'est quoi? Quelle est la solution miracle? Est-ce que c'est la solution miracle? La solution miracle. Ouais, il n'y a pas véritablement de solution miracle, mais je pense que ce qu'on s'est rendu compte, nous, au fur et à mesure des projets sur lesquels on est impliqué, au fur et à mesure des années, c'est que on a beau être présent d'un point de vue service, on a beau être présent dans l'accompagnement de cette transition technologique, hein, passer d'un éditeur à un autre, passer d'un hébergement type à un autre hébergement type,
intégrer de nouveaux outils. Nous, on accompagne tous les jours nos clients dans ces démarches-là. Mais il y a un moment donné, quand on doit passer d'un EMM à un autre, il faut migrer le terminal. Et comme a dit Thibaut au début, la migration, ça comprend aussi le terminal. Et parce que le terminal doit migrer, on doit accompagner l'utilisateur. Donc là, l'idée, c'est avec notre produit Exodus, c'est surtout la capacité de suivre le terminal pendant qu'il est en transit, puisqu'à un moment donné, ce terminal, comme il est désenrôlé et il doit se réenrôler, il n'est plus dans l'UMM source, donc il n'est toujours pas dans le nouveau UMM, donc il est en dehors de votre juridiction. Donc c'est l'idée de pouvoir en fait suivre le terminal en transit, c'est être capable aussi de contacter l'utilisateur, quand même garder le contact avec cet utilisateur-là et s'assurer qu'il a toutes les étapes et tous les outils en main pour pouvoir faire cette transition-là le plus vite possible. Et bien sûr, l'idée, c'est de gagner du temps. Alors, on gagne du temps à plusieurs niveaux. On accélère la migration, on va le voir. C'est-à-dire qu'un terminal peut migrer très rapidement, mais surtout, on gagne du temps dans le projet global. Quand je parle de Viacom CBS, on parle de migrer 6000 terminaux en 3 semaines. Voilà. On commence le lundi matin, on finit le vendredi soir, 3 semaines plus tard. Et c'est faisable. Donc, l'outil ne fait pas tout, mais la combinaison de l'outil et une bonne communication et un bon onboarding pour les utilisateurs, c'est là qu'on a le plus de succès. Et du coup, on accélère la livraison de ce projet-là, on gagne du temps auprès de nos utilisateurs. Ils sont de nouveau, on va dire, productifs avec leurs outils beaucoup plus rapidement, plutôt que passer une demi-journée au téléphone avec le support pour pouvoir migrer son terminal. Et bien là, en 1 minute, on va migrer le terminal. Le support est fait au niveau de l'applicatif. Donc là aussi, on gagne du temps, on gagne en moyens aussi, en dépenses. Et puis, l'intégration se fait beaucoup plus rapidement. Donc, à la fin, on diminue le budget et on a la possibilité de migrer d'un tenant à un tenant beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait se le projeter. Et donc, potentiellement, éviter du renouvellement dans la licence, ce genre de choses-là. Donc, le retour sur investissement, il est vraiment transverse et c'est un véritable accélérateur à la migration. Donc, le produit, à quoi il ressemble? C'est assez simple. Il y a 2 composantes. D'un côté, on va avoir une console administrateur, voilà, ce qui est disponible, mise à disponibilité soit du partenaire, soit de votre DSI, qui permet en fait de créer les migrations, de pouvoir les déclencher. Donc, vous pouvez créer des batchs, vous pouvez créer des groupes, vous pouvez y aller petit à petit, vous pouvez suivre vos terminaux en transit à travers cette plateforme-là. Donc, c'est vraiment à travers ça que vous allez pouvoir gérer vos terminaux d'un système à un autre. Et enfin, ce qui est pour nous le vrai pendant positif et le vrai plus de cette solution-là, c'est l'application compagnon. Et l'application compagnon, c'est une application native qui va venir sur le terminal de l'utilisateur et qui va accompagner votre utilisateur. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est l'applicatif qui va être capable d'expliquer à l'utilisateur, qui va le guider, qui va le rassurer et qui va lui mettre devant lui toutes les étapes nécessaires. Et si jamais, mettons que l'utilisateur est interrompu, mettons dans le processus de migration, il peut toujours revenir dans l'applicatif et l'applicatif va le ramener là où il a quitté. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas perdre d'utilisateur, on ne peut pas perdre de terminaux et surtout, on accompagne l'utilisateur, on le réassure, on l'emmène, on le prend par la main et on s'assure qu'il va aller jusqu'au bout. Et quand vous avez un utilisateur qui est rassuré, qui est confiant de faire ces démarches-là, vous avez un taux de succès de conversion beaucoup plus important qu'en voyant un simple PDF. Donc voilà, donc c'est vraiment cette combinaison-là des 2 produits qui permet cette transition-là. Et comme on va le voir rapidement, la transition peut se faire très vite pour un terminal. Si on prend par exemple un terminal iOS avec une migration simple de système à un autre, voilà à quoi ça ressemble. On a un petit panel de bienvenue qui va expliquer et surtout donner du contexte. L'utilisateur va appuyer sur le bouton Start Migration. Le terminal va se désenrôler. Donc là, on parle véritablement d'un désenrôlement de l'EMM source, donc là où est enrôlé votre terminal aujourd'hui. Puis on va pousser l'utilisateur vers un réenrôlement. Donc on va générer le profil de réenrôlement via Call API avec l'EMM Target. Et l'utilisateur comprend, il est informé, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est attendu de lui. Et une fois qu'il a été guidé de cette manière-là, il suit les instructions, il installe le profil et il récupère le terminal. Dans ce cas précis, on parle d'une migration dans ce cas-là vers un EMM Workspace ONE, où là, l'utilisateur n'a même pas besoin de s'authentifier, puisqu'on va utiliser l'authentification par token. Donc, en même temps qu'on va générer le profil, on va en même temps authentifier l'utilisateur. Et voilà, votre utilisateur, il est pratiquement migré. On a désenrôlé, réenrôlé, et tout ça sans véritablement avoir eu besoin d'un agent quel qu'il soit. Tout est fait en background, et là, une fois que le terminal est réenrôlé, les applicatifs et les settings redescendent derrière. C'est rapide. Mais Thibaut, tu veux nous montrer un petit peu plus
en coulisses, à quoi ça ressemble, surtout côté console Exodus. Exactement. Alors là, du coup, on va partir sur, vous avez sur l'écran de gauche la console administration Exodus, où on va créer notre migration. Et puis, vous avez sur la partie droite la plateforme Intune dans laquelle, qui est du coup notre OMM source. Donc, on va configurer du coup l'intégration avec Intune, avec authentification avec notre compte admin. Et on vient dire ce qu'on veut faire avec nos terminaux Apple, DEP et puis Android Enterprise. Et puis vous avez aussi à droite la console de destination, donc Target, WordPress ONE, et puis notre terminal. Okay, donc tout est présent. On fait les intégrations depuis la console d'admin. Donc là, c'est l'intégration API classique. C'est des choses que vous connaissez. Si vous avez déjà fait un peu d'intégration API, si vous n'avez pas fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste suivre la doc. C'est l'intégration API ultra classique. On a choisi le même source, on choisit le même target. Une fois qu'on a fini ça, eh ben on va directement récupérer la liste des terminaux. Donc, quand Exodus va venir récupérer la liste des terminaux, donc on a qui est enrôlé sur notre système. Donc, on a notre iPhone enrôlé chez Eric Sanchez dans Intune qui a son numéro de série. Super. On voit que c'est un terminal en DEP. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vu que c'est un terminal en DEP, pour ceux qui connaissent le programme DEP d'Apple, ça nécessite de lier un terminal avec un environnement OMM. Donc, il y a une configuration à faire dans l'environnement d'Apple. Donc, ce qu'on vous aide à faire ici, puisqu'on vous aide à migrer également le terminal dans le portail ABM. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'API sur le portail ABM. C'est pour ça qu'on vous aide à donnant un fichier à exporter et juste à copier-coller dans Apple, qui vous permet de réassigner votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur sur le MM Target. Donc là, c'est juste sur la partie ABM parce qu'on est sur un terminal DEP, donc c'est vraiment spécifique à la partie DEP, mais on vous aide à le faire aussi. On n'aurait pas forcément obligé de le faire si on n'avait pas de DEP et si on n'avait pas d'Apple. L'idée du coup de vraiment vous guider, vous prendre la main pour pouvoir vous simplifier toutes les étapes nécessaires de migration. Une fois que le terminal a été migré, en tout cas a été reconfiguré dans le portail ABM d'Apple, automatiquement, on va venir synchroniser, récupérer le fait que le terminal a été vu maintenant par le MM Target. Donc, on va voir dans WordPress ONE, vous allez voir dans Lifecycle que le terminal a été visible, a été vu. En tout cas, WordPress ONE s'est resynchronisé avec Apple pour récupérer le fait qu'on a un terminal en DEP, qu'il est là. Et du coup, Exodus va dire, OK, super, j'ai également récupéré ce terminal. Je sais qu'il est maintenant pré-reconfiguré dans WordPress ONE, donc je peux démarrer ma migration. Donc là, pour le moment, l'utilisateur, lui, on n'a encore rien fait avec lui. Le terminal n'est toujours pas enrôlé. Du coup, on lui déploie l'application Exodus et on démarre la migration. Voilà, il reçoit des emails, c'est vous qui définissez les emails avec vos templates, etc., que vous nous avez envoyés. Donc, c'est assez customisable. On peut envoyer une notification ou autre. Et l'utilisateur, il va ouvrir son application Exodus, son client Exodus, et il va démarrer la migration comme Yann vous l'a montré tout à l'heure. Donc, on teste la batterie, la connexion réseau. On s'assure que le terminal ne va pas tomber en rate de batterie en plein milieu de la migration. Ça serait dommage. Mais même si c'était le cas, ce n'est pas grave. On le rallume après. Et puis, l'utilisateur reprend la migration exactement là où il l'avait laissé, même s'il était dans un entre-deux. Il s'était déjà désenrôlé du premier, pas enrôlé dans le deuxième. Ce n'est pas grave. On peut le récupérer et le reprendre. Et du coup, là, c'est pareil. Pas de réauthentification. Pourquoi lui demander une réauthentification? Il n'y en a pas besoin. On lui demande juste de migrer. Donc, c'est simple à faire. C'est des utilisateurs qui le font. Il n'y a pas besoin d'une procédure sur papier qui sera imprimée à côté. Il n'y a pas besoin d'un administrateur qui serait derrière lui. Il le fait tout seul. Comme Yann vous disait tout à l'heure, certains clients ont déjà fait 2000 par semaine. On peut en faire 15 000 par semaine si vous voulez. Il n'y a pas de limitation technologique. Après, c'est juste de la communication. Et là, on voit notre terminal qui a été migré. Donc, dans la console d'administration, à chaque moment, vous avez vu un statut qui a été mis à jour en temps réel, statut terminal, ce qui nous donne l'information sur où est-ce qu'on en est, et même quand on n'est plus enrôlé sur le système de base et pas encore enrôlé dans l'autre système. On a quand même des informations. C'est vraiment ça l'intérêt de pouvoir avoir un suivi de notre terminal et surtout que le DAF soit content qu'on puisse traquer un asset qui vaut 400, 500, 600, 1000 euros ou plus. Et du coup, terminal réenrôlé. Alors,
Si vous voulez plus d'informations, on va bientôt passer aux questions. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller regarder sur le site exodus.tools ou la doc, doc.exodus.tools. On a mis des tutos aussi, on a mis des formulaires de contact si ça vous intéresse. Alors on a fait normalement il y a des URL sur lesquels on peut cliquer, mais là en mode webinaire c'est plus compliqué de cliquer sur une URL. Du coup on a fait des liens tiny URL, donc il y a juste à aller taper sur Google pour aller récupérer l'info. OK. Avant de passer à la partie questions, j'aimerais quand même qu'on refasse un point sur toute la notion de Modern Device Management. Quand on dit Modern Device Management, c'est vraiment la gestion du laptop du device de manière générale, mais surtout la transformation du laptop. Et avant qu'on passe là-dessus, j'aimerais vous poser une question. Je vais te laisser la poser. Yes, en termes de Modern Device Management, quelles sont vos priorités? Alors, vous pouvez choisir plusieurs priorités. Est-ce que c'est la gestion de tous les périphériques, mobile, PC, Mac, Linux, le provisionnement zéro touch, le déploiement d'applications ou la gestion des PC virtuels comme Windows 365? Pareil, je vous laisse voter. On a reçu pas mal de questions. On va essayer d'y répondre en maximum avant la fin du webinaire. Si on ne peut pas y répondre à toutes, on reviendra vers vous forcément, donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Au moins, on a une trace, on peut vous recontacter pour vous répondre. Je vous ai mis aussi un lien de formulaire si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Yann, Thibaut ou Emmanuel qui va prendre la parole juste après. Donc, ouais, il est dans l'onglet chat. Voilà, tout le monde a quasiment voté. Je laisse encore 2 petites secondes. 70%. Allez, je ferme et je vous laisse commenter. Voilà. Emmanuel, tu voulais commenter? Oui, je vois un petit peu de. Alors, globalement, effectivement, les participants sont intéressés pour gérer vraiment tous les périphériques, donc c'est parfait, ça colle bien à la stratégie UM qui a été évoquée tout au long de ce webinaire. Je vois aussi une petit intérêt pour la gestion des PC virtuels Windows 365. C'est très bien, ça me permet de faire une petite introduction à la slide qui vient juste après, qui vient clôturer ce webinaire juste avant de passer aux questions. Alors, je ne sais pas si on peut aller sur la slide d'après, Alexis. Alors, on est dessus normalement. Ouais, si tu peux switcher Thibaut. Normalement, on est dessus. Oh, là, on voit encore le Ah, sondage. Ouais. alors, attends, pourquoi? Attends, je vais hop. Hop. Et ben pourquoi? Alors, c'est moi ça. Sharing. Hop, je me remets là. Pour ceux qui doivent nous quitter un peu en avance, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir le petit questionnaire de satisfaction, qu'on puisse voilà, savoir après ce webinaire, après les questions, comment s'améliorer, voilà, s'il y a des sujets à approfondir. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans ce questionnaire. On reviendra forcément vers vous si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Là, je vois que le sondage là je vois Quick Poll, Oh, mais pourtant je suis en train je vais partager du coup. Attends, sinon je stoppe et je relance. Ouais, Voilà, ok, c'est bon. super, nickel, on voit bien. Désolé. Voilà, donc pour ceux qui avaient un intérêt sur la partie provisioning Zero Touch ou Windows 365, donc la solution Cloud PC de Microsoft, sachez qu'on est capable de vous proposer des ateliers. Donc, c'est 2 ateliers distincts. Donc un atelier qui sera orienté dont le fil rouge sera le provisionnement d'une machine avec autopilote, et le deuxième atelier où on mettra en œuvre un Cloud PC Windows 365. N'hésitez pas de vous rapprocher à votre account manager chez Bechley Comsoft. Et puis ensuite, on verra comment on peut avancer ensemble. Voilà, Thibaut, je te relaisse reprendre la main. Ouais, et ben je crois qu'on était du coup à la partie questions. Ouais, Alors, je vais en prendre quelques-unes peut-être. Et je le redis encore, si vous souhaitez justement faire des POC, des choses comme ça, je vous ai mis un lien de formulaire. Vous pouvez, voilà, remplissez-le et on reviendra vers vous. Il y a eu pas mal de questions. Alors, il y en a une. Vas-y, on adore les questions. Nous utilisons Office 365 en mode hybride avec des PC membres du domaine ID.
On me dit que Intune n'est pas adapté dans ce cas, plus de précision. Ouais, il faudrait Pour voir un Thibaut, peu dans quel contexte cette réponse a été donnée. Dans Office 365 en mode hybride, donc j'imagine, on est aussi là dans le cadre de l'hybridation du monde PC. Il faut voir quels sont les usages que vous avez dans le monde on-prem, quel est l'intérêt de l'avoir le PC également dans le monde cloud, peut-être pour faire de l'Azure AD, de l'accès conditionnel, ou pour accéder à d'autres services. Je pense que là en l'occurrence, c'est vraiment lié aux usages. Le fait de dire Intune n'est pas adapté, je ne crois pas, ou en tout cas, il y a peut-être une partie de l'équation qu'on n'a pas là. Mais concrètement, aujourd'hui, l'hybridation, c'est une problématique que se posent toutes les entreprises. On est sur du PC on-prem, on veut le mettre dans le cloud, ou en tout cas, on veut faire une transition. Donc, si, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables. Alors j'en ai une autre. Est-ce qu'Exodus demande des droits d'administrateur sur l'OS? Ah, sur iOS et sur Android? Alors, Bah, tiens, je te la laisse, Yann. ouais, non, pas du tout. On n'a pas de droit en fait, puisqu'en fait, Exodus ne va être là que pour accompagner l'utilisateur, mais ne touche pas du tout à la partie personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, Exodus, la partie back-end, donc la console, va servir à faire des call API vers les EMM sources et les EMM target pour le désenrôlement et le réenrôlement, mais en aucun cas on prend la main sur le terminal. On n'a pas du tout le rôle. On n'est pas un EMM, on n'enrôle pas le terminal dans Exodus. Nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche des calls API au moment les plus opportuns. Donc, c'est bien le MM source qui va désenrôler le terminal et c'est bien le MM target qui va réenrôler le terminal. Ce qui veut dire aussi qu'on ne touche absolument pas aux données personnelles sur le terminal, ni aux données d'entreprise. Il n'y a absolument rien de tout ça qui transite à travers Exodus. La seule chose qu'on va loguer, c'est le numéro de série du terminal et encore, on arrive à s'en passer maintenant, certaines informations concernant le terminal en lui-même et l'adresse email de l'utilisateur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le lien utilisateur-terminal et on s'assure que le même terminal qui est attaché à un utilisateur d'un côté se retrouve attaché au même utilisateur de l'autre côté. Donc on ne touche absolument pas à cette partie-là, pas besoin d'être admin sur le terminal et on voit rien de ce qui se passe sur le terminal et d'ailleurs on n'a pas envie de le voir de toute manière. J'en ai une autre. Nous souhaitons changer d'outil. Actuellement, nous avons MDT et souhaiterions passer soit sur Intune ou Workspace ONE. Le but est de le faire en zéro touch. Okay, je pense que c'est plus une demande. Bah voilà, je vous renvoie vers le lien de formulaire pour prendre rendez-vous. Est-ce que c'est possible que je partage une capture de ma situation actuelle? Vous pouvez, si vous pouvez, vous poser une question. On va essayer d'y répondre. Ouais, c'est possible, hein. Soit vous remplissez le formulaire et on prend rendez-vous avec vous, et comme ça vous serez on vous répond directement, ou sinon on répond directement dans l'onglet questions. J'en ai une autre aussi. Si on a un projet de tester des Chromebooks, est-ce que c'est possible de les intégrer à Workspace ONE? C'est une excellente question. Oui, vous pouvez intégrer le Chromebook à Workspace ONE, il n'y a aucun problème. Vous pouvez gérer, tout administrer au sein d'une seule console d'administration. Après, il faut savoir que pour gérer du Chromebook, il y a quand même besoin d'avoir une licence Google, une licence Google Chrome Enterprise. Mais vous pouvez le faire depuis Workspace ONE. On pourra regarder en fonction des usages, en fonction des besoins, ce que vous avez, ce qui est pertinent pour vous. On a fait aussi un jeu de gamification de conduite, d'aide à la conduite au changement sur l'utilisation du Chromebook pour justement aider les utilisateurs à apprécier le Chromebook quand ils passent d'un monde PC ou d'un monde Mac pour comprendre un petit peu cette migration, enfin en tout cas ce changement d'univers et appréhender les fonctionnalités de l'outil. Il y avait une question aussi Samsung, je crois. Est-ce que le fait de désenrôler entraîne un factory reset du mobile? En fait, c'est pas forcément que lié à Samsung, c'est lié à Android Enterprise de manière générale, et on peut avoir la même problématique côté Apple. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Ouais, alors en fait, la particularité du full device swipe, elle est liée effectivement non pas à Samsung, mais à la couche Android Enterprise. Donc Android Enterprise, il y a deux types de management. Il y a Work Profile, ce qu'on appelle aussi Work Profile Enhanced, mais en vérité, il y a véritablement qu'un seul Work Profile, où c'est ce container sécurisé qui arrive sur le terminal, et c'est uniquement ça qu'on arrive à gérer, et une petite couche côté hardware. Et puis il y a le fully managed. Et le fully managed, ça veut dire que c'est tout le terminal, l'intégralité du terminal qui est géré dans le portail Android Enterprise. Et si on veut migrer un terminal en Android Enterprise,
il faut effectivement déclencher un full device swipe. Puisque Fully Managed nécessite cette remise à zéro, ce factory reset. Et ça, c'est non pas le même ni nous qui l'imposons, c'est Google. Pour Apple, c'est pareil. Il y a soit on gère les terminaux en mode legacy, hors DEP, soit dans le DEP. La particularité du DEP, c'est que nous, avec notre outil, on arrive à déclencher un désenrôlement, réenrôlement d'un terminal en DEP sans déclencher le full device swipe. Donc un véritablement désenrôlement, réenrôlement, tout en conservant le statut supervisé. Donc ça permet véritablement de migrer exactement comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Thibaut, où effectivement on désenrôle, on réenrôle le terminal et au milieu on réassigne le numéro de série vers le bon serveur virtuel dans ABM et le terminal reste supervisé, mais il n'est pas factory reset du tout. Ça, c'est un véritable plus. Voilà. J'espère que ça répond. Il y avait une question aussi par rapport à l'utilisation de Windows. Est-ce qu'Exodus peut migrer du terminal Windows? Et en fait, c'est une excellente question parce que mais qui soulève un autre problème. Aujourd'hui, quand on parle d'Exodus, on est sur la migration de terminaux liés, enfin complètement adaptés à la mobilité, qui sont gérés en mobilité depuis des années. Windows aujourd'hui, en fait, c'est un OS qui est en train où il y a une transformation, comme on l'a parlé, pour le gérer comme des OS mobiles d'une certaine manière, donc faire du modern management. Donc, les migrations entre un outil de PCLM, Lifecycle Management, et un outil de modern management, et ben en fait, aujourd'hui, ça se scripte facilement. Donc, on n'avait pas encore besoin de mettre de l'Exodus dessus. On commence à avoir pas mal d'entreprises qui font du modern management depuis quelques temps et qui se disent bon bah, tiens, ça serait peut-être intéressant de migrer de solutions. Donc là, quand on va faire de la migration modern management vers modern management en Windows 10, Exodus pourra le faire. Avant, en fait, Exodus, on n'a pas besoin d'Exodus, on va le faire différemment. Mais bon, vous avez une question tout à l'heure sur MDT, on pourrait très bien prendre du Ivanti, du SCCM ou autre. On peut le faire, on n'a pas besoin d'Exo, on le script. Comme dit, une fois que le marché sera mûr et que tout le monde fera du modern management, du coup, on aura les problématiques de migration modern management vers modern management en Windows 10, et ben là, effectivement, on pourra le faire sur Exo. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais c'est pas grave, on reviendra vers vous. Il est déjà 18. Désolé pour comment dire, le dépassement. C'est toujours comme ça, hein. À la fin, il y a beaucoup de questions, on est toujours en train de discuter. Il y a le lien de prise de rendez-vous dans le chat. Il vous sera envoyé par email avec le replay, avec la présentation PDF. Il y a un petit questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez le remplir, il y a 3 questions. C'est très rapide. Voilà, savoir ce qu'on doit approfondir. Si vous avez des demandes particulières. Je remercie tout particulièrement Yann, Thibaut et Emmanuel pour leur présentation. C'était super. Il y avait très très ludique. Et puis on espère bientôt vous revoir. Et merci à tous d'avoir été connectés aussi longtemps. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci à tous. Merci. Merci à tous, au revoir.